Promotrice d'une business school après des années d'expertise dans l'entrepreneuriat ainsi que dans la formation et le coaching d'entrepreneurs, Madame Mireille Gazo présente un profil de compétences qui permet d'affirmer qu'elle a une grande visibilité sur la crise actuelle que connaît le secteur privé d'enseignement. Dans cette interview, elle partage avec nous son expérience en répondant à trois questions clés. Pour quelles raisons était-il important de maintenir un dispositif d'apprentissage actif nonobstant la fermeture des établissements d'enseignement? Comment l'ESSIC a-t-elle procédé et quels résultats a-t-elle obtenus? Suivez. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis Mireille Gazo, la directrice exécutive de l'ESSIC, donc l'École supérieure de commerce et d'industrie du Congo. Donc une école, donc une business school qui est implémentée à Pointe-Noire depuis 2013. Vous êtes auteur du livre Parcours d'un entrepreneur et vous formez des entrepreneurs. Pouvez-vous nous parler de votre expérience? J'ai un diplôme qui me permet de pouvoir accompagner, comprendre les dynamiques entrepreneuriales, puisque j'ai fait un DESS de création, reprise et développement des PME à Paris 5, Paris René Descartes. Ensuite, j'ai travaillé à l'Agence pour la création d'entreprises à Paris, ancienne ANCE, donc qui s'occupe uniquement des créateurs d'entreprises et de l'entrepreneuriat. Donc, après cela, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, notamment dans la téléphonie mobile, dans l'ADSL à Paris. Et ensuite, je suis arrivée au Congo pour diriger une activité au Congo. Et très rapidement, je me suis en fait rapprochée des entrepreneurs. Donc j'ai monté une structure qui s'appelle le FIS Congo pour pouvoir aider les entrepreneurs à pouvoir comprendre le contexte de l'entrepreneuriat au Congo, comprendre la méthode pour pouvoir en fait établir en fait un business plan qui est l'outil phare pour un entrepreneur. Et puis j'ai donc suite à cette activité-là participé à de nombreuses activités entrepreneuriales en accompagnement de très petites entreprises, en accompagnement de porteurs de projets, en accompagnement en fait des entrepreneurs pour soit la création d'entreprise, soit la consolidation d'une entreprise, et notamment au travers de dispositifs de chèques services, de montage de business plan, etc. Et je continue actuellement à accompagner les entrepreneurs pour les aider en fait à structurer leur projet entrepreneurial, pour les aider en fait à pouvoir monter un business qui soit à la fois viable, pérenne et qui soit rentable. Parallèlement à ça, j'enseigne aussi l'entrepreneuriat à l'ESSIC, parce que j'enseigne dans les cycles de bachelor et dans les cycles de MBA. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'ESSIC? Le principe de l'école, c'est de pouvoir délivrer des diplômes délocalisés. Donc un diplôme délocalisé, c'est un diplôme qui est délivré par nos partenaires qui se trouvent notamment en France. Donc l'IFAM, l'Institut franco-américain, l'ESSELSCA, une business school qui a 14 ans et qui se trouve en France, en région parisienne. Et puis l'ITESIA, l'école de la Chambre de commerce de Paris. Et donc nous représentons donc ces écoles-là ici à Pointe-Noire. Donc en suivant des formations à l'ESSIC, donc vous allez obtenir exactement le même diplôme que si vous étiez allé en fait poursuivre vos études en fait chez nos partenaires à l'étranger. La fermeture des écoles n'a pas été un obstacle au maintien par l'ESSIC d'un dispositif d'apprentissage. Pour quelles raisons? Au niveau de l'ESSIC, il était particulièrement important pour nous de pouvoir continuer le processus d'apprentissage, que ce soit dans les formations initiales, c'est-à-dire les jeunes bacheliers qui préparent leur bachelor en anglais, ou que ce soit dans les formations professionnelles, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà en activité professionnelle et qui font une formation professionnelle pour pouvoir en fait acquérir un diplôme. Alors pour ces deux publics-là, il était important pour nous de maintenir le dispositif de formation à double titre. Le premier, c'est parce que pour les jeunes bacheliers, il est important d'avoir une occupation, de maintenir leur système d'apprentissage en éveil pour pouvoir en fait leur permettre de pouvoir de continuer à être concentrés sur l'acquisition des savoirs, sur la disponibilité cérébrale accordée à une démarche d'apprentissage, ce qui les éloigne des vices, de l'oisiveté et de toutes les sirènes qui peuvent siffler à leurs oreilles. Donc c'est important pour nous de maintenir ce dispositif d'apprentissage. Concrètement, qu'avez-vous fait? On a donc déployé des plateformes d'apprentissage à distance. Donc on a déployé la plateforme qui s'appelle ESSIC Conosis, qui est une plateforme en live qui permet en fait à tous les enseignants de pouvoir déposer en fait
des cours, des devoirs, des recherches pédagogiques, des exercices d'application à disposition des étudiants ou des apprenants, et aux apprenants de venir en fait recevoir ces outils de formation sous forme de cours, de modules, de recherche internet, de revues de presse, de recherche classique, d'exercices, venir se nourrir de ça et en même temps pouvoir avoir accès à des lives qui sont des cours à distance. C'est le même dispositif qu'un cours en présentiel, sauf que l'enseignant est chez lui et que le cours se fait au travers de la plateforme. On se voit, on pose des questions, on interéchange, on réagit, on apprend ensemble sur la même base qu'un apprentissage en présentiel, sauf que là, chaque apprenant se connecte depuis l'endroit qu'il souhaite, l'enseignant, l'animateur se connecte depuis l'endroit qu'il souhaite et le cours peut se faire à distance. Comment vos apprenants ont-ils adhéré à votre initiative? Le taux d'adhésion est très fort sur les populations professionnelles. Le taux d'adhésion est un peu moins fort sur les populations de formation initiale pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils ont manifesté en fait des difficultés d'accès à Internet. Et pour répondre à cette demande-là, à ce besoin-là, on a donc négocié avec des partenaires qui sont MTN et RTL. On a négocié en fait des offres privilégiées qui permettent de donner accès gratuitement ou à un tarif privilégié, c'est payé évidemment par les SIC, accès gratuit ou à un tarif privilégié pour ces étudiants-là de manière à ce qu'il n'y ait pratiquement pas d'obstacle pour qu'ils puissent accéder à ces formations-là. Qu'en est-il des frais académiques? On a aussi tenu compte des difficultés qu'avaient les parents sur les formations initiales. On a un peu réduit en fait les frais de scolarité. On a fait une petite réduction de manière à ne pas trop peser dans le budget de formation de leurs enfants. Tout cela est un investissement supplémentaire qui demande un apport en capitaux frais. Les SIC est une entreprise qui est gérée de manière, on va dire, qualitative, c'est-à-dire qu'on a besoin de fonds de roulement. On a une activité en fait, on a un fonds de roulement, c'est-à-dire qu'on a une petite trésorerie qui nous permet en fait de mettre de côté au fur et à mesure de notre pilotage d'activité. Et donc on puise dans ces réserves-là actuellement pour pouvoir en fait développer des outils qui nous permettent en fait de pérenniser notre activité et qui permettent en fait de ne pas laisser sur le bord de la route nos partenaires et nos clients qui sont en fait les apprenants et les étudiants. Donc on a puisé dans nos réserves pour pouvoir faire face à cette situation-là qui pour nous c'était même pas une question de résilience, c'est aussi une question de responsabilité au travers en fait notre façon de gérer l'activité et notre relation avec nos étudiants. Dans quelle catégorie classeriez-vous les promoteurs des écoles privées? Ce sont des personnes qui dirigent une entreprise. Donc ce sont des entrepreneurs, ce sont des managers puisqu'ils managent des équipes, ce sont des dirigeants, ce sont parfois des promoteurs, donc des fondateurs. Donc dans quelle catégorie? C'est une catégorie de personnes, on va dire, des gestionnaires d'activités qui ont pour mission de pouvoir déployer les outils, les process et les ressources pour pouvoir en fait apporter un enseignement, une formation qualitative à l'ensemble de leurs apprenants, étudiants ou lycéens. Face à la crise actuelle, que devraient faire les promoteurs des écoles privées pour maintenir leur navire à flot? Il y a un marasme économique, je ne vous apprends pas grand-chose, un marasme économique qui va engendrer des grosses activités qui seront en difficulté forte et qui vont générer des redressements, des revirements de situation, des licenciements, des baisses d'activité, des cessations d'activité. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme regard? J'ai juste le regard du fait qu'il faut absolument qu'ils fassent preuve de résilience pour pouvoir en fait avoir le courage, la force, l'énergie et de pouvoir en fait faire face aux nombreux défis que nous aurons à relever très prochainement. Que dire d'une école qui se retrouve dans la situation actuelle sans une trésorerie? Devrait-elle revoir sa méthode de gestion? C'est-à-dire que quand on pilote une activité, il est fortement recommandé de pouvoir avoir un minimum de trésorerie, d'avoir déjà un fonds de roulement pour commencer. Ce fonds de roulement qui va financer votre trésorerie et qui va vous permettre en fait de faire face aux situations difficiles. Les situations difficiles, c'est quoi? C'est comme celles qu'on connaît. Ça peut être en dehors des situations de force majeure. Ça peut être un client qui est défaillant. Ça peut être une difficulté particulière. Ça peut être le marché qui se meut, qui évolue. Ça peut être un souci en termes de process. Voilà. Donc ça permet, la trésorerie, c'est une façon de gérer qu'on doit. Enfin,
c'est une prudence que l'on prend, une précaution que l'on prend pour pouvoir avoir un mode de gestion sain et qui permet en fait de faire face aux situations compliquées. Alors, je ne dis pas que c'est facile de le faire, hein, c'est-à-dire que ça demande une vision particulière, ça demande aussi de se donner les moyens de pouvoir attaquer son marché pour pouvoir en fait justement générer assez de revenus pour pouvoir en fait constituer cette trésorerie-là. Donc c'est une question de management et c'est aussi une question d'attaque du marché. Quelque chose à ajouter? Je voudrais en fait inviter en fait les enseignants, les étudiants, les apprenants à continuer en fait à se mobiliser pour pouvoir en fait garder le cap malgré la situation difficile. Parce qu'aujourd'hui, on a un taux d'engagement qui est quand même assez élevé hein, sur la poursuite des formations, notamment sur les formations professionnelles. Je voudrais aussi remercier chaleureusement le personnel enseignant. On a quand même un catalogue assez vaste d'enseignants qui ont joué le jeu avec nous, qui nous ont accompagnés dans cette dynamique-là. Sans eux, on n'aurait pas pu en fait continuer à poursuivre les cours. Donc vraiment, tirer le chapeau à ces enseignants-là qui ont pris le virage à 360 degrés et qui n'ont manifesté aucune réticence, au contraire beaucoup d'engagement à donner le cours à distance, sachant que c'est un changement qui n'est pas facile à amorcer. Donc un chapeau à nos enseignants, un chapeau à l'équipe de l'ESSIC qui nous a accompagnés aussi dans cette démarche-là, dans ce virage-là. Et puis aussi un chapeau, des encouragements à nos étudiants, à nos apprenants qui se sont aussi mobilisés et ont aussi fait preuve de beaucoup de résilience pour pouvoir changer leur mode de fonctionnement et sauter dans le train de la numérisation qui nous est imposée avec l'environnement actuel.